Bonjour à tous et bienvenue à la masterclass d'aujourd'hui, donc découvrir le métier d'acheteur. Merci à tous pour votre participation et votre future implication dans la masterclass. Je remercie également Anne-Laure et Alizé de la société EPSA qui vont du coup nous présenter pendant une petite heure le métier d'acheteur et de tout ce qu'il implique. Donc du coup, je laisse la parole à Anne-Laure sur cette masterclass. Bon visionnage à tous. Merci beaucoup Marine, bonjour à tous, bienvenue. On va passer une petite heure tous ensemble. L'idée, ça va être de vous parler du métier d'acheteur. Alors le métier d'acheteur, ça a un petit peu fait le buzz ces derniers temps sur LinkedIn grâce à Miss Poitou-Charentes 2021 qui, quand elle s'est présentée, a dit « oui, acheteur, c'est aussi être un métier ». Donc, vous allez, au cours de cette masterclass, découvrir toutes les coulisses de ce qu'elle évoquait lorsqu'elle a dit ça. Je vais commencer d'abord pour cette masterclass. Je me présenterai très rapidement et puis je vais rentrer très vite dans le vif du sujet sur qu'est-ce qu'être acheteur. J'évoquerai ensuite avec vous le contenu du master achat SNCI EPSA que l'on a mis en place tout récemment puisqu'il a fait sa toute première promotion à la rentrée du mois d'octobre dernier. On parlera ensuite des aptitudes, des capacités, des compétences qui sont nécessaires pour exercer le métier d'acheteur parce que quand on découvre un nouveau métier, il est aussi intéressant de se poser la question, mais finalement, quelles qualités font un bon acheteur? Est-ce que c'est des qualités que moi j'ai et du coup, est-ce que c'est un métier vers lequel je pourrais me tourner? On va essayer de répondre à ce point-là aussi. On parlera des débouchés professionnels et vous verrez qu'ils sont très nombreux. Et en fin de parcours, je donnerai la parole à Alizé qui est alternante au sein de la société EPSA et qui a fait la rentrée de la première promo du master achat. Voilà ce qui va nous occuper pendant les minutes à venir. Vous aurez la possibilité, je crois que vous avez un petit chat à côté si vous avez envie de poser des questions et j'essaierai de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Donc n'hésitez pas, soyez créatifs dans vos questions, ça sera avec plaisir. En 2 mots, je suis effectivement directrice des ressources humaines de la société EPSA et notamment de l'entité Operation and Procurement qui s'occupe de la partie achat. Mais avant d'être DRH au sein d'EPSA, j'ai été acheteur, consultante achat. Donc le métier, finalement, je le connais bien pour l'avoir exercé pendant quasiment 7 ans. Donc je vais aussi vous parler de toute cette expérience-là que j'ai pu mettre en pratique au cours des années précédentes avant de prendre le poste de DRH. Et pour vous parler déjà du métier d'acheteur, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je voulais vous parler des missions que remplit l'acheteur. Qu'est-ce qu'être acheteur et qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on est un acheteur? La première chose, c'est d'organiser les achats. Si je vous dis ça, c'est que comme beaucoup de métiers, quand on est acheteur, on vient suivre un processus. Un processus qui est assez figé, qui va passer d'abord par une réflexion sur de quoi j'ai besoin, quel est l'environnement de l'achat. Je vais vous prendre tout de suite un exemple concret pour que ça puisse vous parler. Si je suis dans un cabinet de conseil, je donne à mes salariés des ordinateurs portables pour qu'ils puissent travailler avec un ordinateur
pendant qu'ils sont chez les clients, pendant qu'ils sont en home office parce que c'est la mode depuis quelques mois, mais aussi lorsqu'ils sont au bureau. Donc, j'ai besoin de leur donner des ordinateurs portables. Et là se pose la question, tout en amont du processus achat, de quoi j'ai besoin, de quel type d'ordinateur j'ai besoin, au-delà du fait que ce sont des ordinateurs portables. Je vais me poser la question de leur mettre à disposition des ordinateurs qui sont relativement légers, mais performants. Donc, c'est ça tout ce qui va venir en amont du processus achat. Ensuite, on va se poser la question de se dire, eh bien, je vais acheter ces ordinateurs auprès de qui? C'est ce qu'on appelle le sourcing. Tout comme vous, si demain vous voulez aller acheter un ordinateur, vous allez vous poser la question, est-ce que j'achète un HP, est-ce que j'achète un Dell, est-ce que j'achète que sais-je encore? Eh bien, on fait la même chose lorsque l'on est acheteur. Ensuite, on va rédiger une consultation, c'est-à-dire qu'on va décrire à nos fournisseurs ce dont on a besoin. Et puis, on va envoyer notre consultation. Les fournisseurs vont nous répondre. Et une fois qu'ils nous ont répondu, eh bien, on va analyser leurs réponses. Quelle typologie d'ordinateur ils nous proposent, mais surtout à quel prix. Et du coup, en fonction du nombre d'ordinateurs dont je vais avoir besoin sur l'année, eh bien, avec chacun des fournisseurs, qu'est-ce que ça va me coûter? Et finalement, lequel m'offre le meilleur rapport qualité-prix. Et puis ensuite, eh bien, je vais contractualiser. Je vais rédiger un contrat. Alors souvent, quand on est acheteur, on s'appuie sur notre service juridique chez le client ou quand je suis en entreprise directement auprès du service juridique de l'entreprise pour contractualiser. Et puis ensuite, eh bien, il va y avoir toute la partie beaucoup plus opérationnelle que l'on appelle généralement les approvisionnements. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir mon stock d'ordinateurs qui va être arrivé quasiment à zéro, ou à une certaine limite qu'on appelle un stock de sécurité, eh bien, je vais déclencher un acte d'achat au travers d'une commande. Donc ça, c'est la première mission de l'acheteur, c'est organiser les achats, manager, gérer, dérouler le processus achat de façon extrêmement concrète avec ces différentes étapes, telles que je viens de vous l'expliquer, avec cet exemple de l'achat d'ordinateurs portables, par exemple. Bien entendu, une fois qu'on a fait tout ça, ce côté très très opérationnel, c'est donc les deux premières étapes qui sont ici sur le slide. Il y a un point qui est important qui est la gestion des risques juridiques liés aux opérations d'achat. Ça fait partie du rôle de l'acheteur de venir sécuriser toute la relation entre l'entreprise et les fournisseurs. Donc là, je parle d'achat d'ordinateurs, donc a priori, les risques juridiques ne sont pas extrêmement élevés, mais lorsque j'utilise un ordinateur, il y a des logiciels dedans, ne serait-ce qu'un pack Office Microsoft pour pouvoir utiliser PowerPoint, puisque je suis en train de vous faire une présentation que j'ai moi-même réalisée sur PowerPoint. Donc, on a besoin derrière de tous ces logiciels qui vont permettre de faire fonctionner l'ordinateur et qui vont me permettre en tant qu'acheteur ou en tant que DRH d'assurer mon travail. Eh bien, ces logiciels, forcément, et surtout Microsoft est très, très attentif à ça, cadre extrêmement la relation. Et donc, je dois, en tant qu'acheteur, me poser la question de me dire quels sont les risques juridiques si je ne réalise pas correctement l'acte d'achat. C'est très clairement la question qu'on peut être amené à se poser entre acheter une licence Microsoft et pirater une licence Microsoft. Alors, dans les entreprises, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, c'est rarement le cas. Mais voilà, c'est un exemple un petit peu concret pour que vous puissiez comprendre ce que l'on veut dire par la gestion des risques juridiques qui sont liés aux opérations d'achat. Et ça, quelle que soit la prestation d'achat que l'on mène, on va être amené à se poser les questions. Et enfin, la dernière grande mission de l'acheteur, c'est toute l'animation de la relation fournisseur, tout le suivi des indicateurs de performance. Donc, une fois que j'ai fait tout mon processus achat tel que je vous l'ai décrit tout à l'heure, eh bien, je le fais vivre. Parce que quand je passe un contrat, j'y ai passé du temps, j'ai fait mon sourcing, donc j'ai choisi mes fournisseurs, j'ai préparé ma consultation, j'ai analysé des offres que les fournisseurs m'ont envoyées, j'ai négocié, j'ai soutenu, j'ai rédigé, signé les contrats avec l'aide du juridique, j'y ai passé du temps. Je ne vais pas faire ça à chaque fois que j'ai besoin d'acheter 5 ordinateurs. On va généralement faire des contrats sur une période donnée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans.
les règles sont différentes. Encore une fois, c'est une analyse de risque qui vient nous dire, en fonction de la typologie d'achat et de l'analyse de risque, sur quelle période je vais contractualiser avec mon fournisseur. Eh bien, le travail de l'acheteur, une fois que le contrat est signé, il continue. Pourquoi? Parce que si à chaque fois que j'ai besoin de déclencher l'acte d'achat au travers d'une commande, donc l'approvisionnement, eh bien, le rôle de l'acheteur, c'est de s'assurer que tout se passe bien. J'ai commandé des ordinateurs de type 1, 2, 3, 4 avec un certain niveau de performance. Je veux m'assurer qu'à chaque fois qu'il y a une livraison, eh bien, ce sont bien des ordinateurs de type 1, 2, 3, 4 que je reçois. C'est bien le bon prix qui est facturé. Je veux aussi étudier peut-être toute la partie livraison opérationnelle, c'est-à-dire que si j'ai un super prix, mais que derrière, au niveau logistique, au niveau livraison, ça ne suit pas parce qu'à chaque fois que je passe une commande, le fournisseur ne me livre pas dans les bons délais, eh bien, en tant qu'acheteur, c'est important de le savoir, c'est important d'avoir cette vision, cette visibilité-là pour pouvoir revenir vers notre fournisseur et puis être capable de rentrer dans un processus d'amélioration continue pour que tout l'acte d'achat opérationnel se passe bien. Donc, vous voyez finalement le métier d'acheteur que je viens d'illustrer au travers d'un exemple extrêmement simple, à savoir l'achat d'ordinateurs portables qu'on pourrait l'imaginer dans quasiment toutes les entreprises. Eh bien, c'est ça. Manager le processus achat, donc à quel moment je le démarre, à quel moment, quel est le calendrier que je vais suivre. 2, réaliser les actions d'achat, dérouler ce fameux processus achat. 3, se poser la question des risques juridiques qui sont associés à mon acte d'achat et surtout comment je fais pour les sécuriser. Et enfin, en dernière grande mission, la 4e, animer la relation fournisseur pour s'assurer que tout va bien. Et souvent, ça se fait au travers d'indicateurs de performance tels que par exemple le taux de conformité des commandes à la livraison ou le taux de livraison qui ont été réalisés dans les délais, si je reprends l'exemple des ordinateurs portables. Voilà déjà en synthèse les 4 grandes missions qu'un acheteur remplit. Et bien entendu, dans la session de questions-réponses, si vous le souhaitez, on pourra revenir dessus s'il y a des points qui vous intéressent ou des choses qui ne sont pas claires. Je serai ravie d'échanger avec vous à l'issue de la présentation. Bien entendu, vous l'avez compris, pour être acheteur, il va falloir avoir un certain nombre de connaissances acquises, alors qui vont être renforcées bien entendu au fur et à mesure de la pratique. Mais l'idée, si vous avez envie de suivre un cursus, une formation achat, c'est bien pour acquérir toutes les bases de ce que doit connaître un acheteur junior lorsqu'il arrive sur le marché du travail. Donc, lorsque on a créé ce master achat il y a 2 ans de cela, pour qu'il puisse faire sa rentrée l'année dernière, on s'est posé la question de quelles sont les compétences clés qu'un bon acheteur doit avoir pour être immédiatement opérationnel, même s'il est junior. Et on a donc déroulé notre formation autour de ces 4 grandes missions que je viens de vous exposer et qu'on reprend ici à l'écran, à savoir l'organisation des achats. Qu'est-ce qu'on doit connaître en tant que jeune acheteur qui arrive sur le marché du travail en termes d'organisation achat? Donc d'abord, il y a la maîtrise du processus achat. Je viens de vous le décrire extrêmement brièvement dans ces grandes étapes très macro, mais bien entendu, pour faire toutes ces étapes, il y a des sous-étapes, il y a des points qui viennent potentiellement en conditionner d'autres pour s'assurer qu'en termes de planning, on vient maîtriser le planning et on vient maîtriser le processus achat. Donc, premier point, on vient parler du processus achat. Et quand on parle d'achat, vous l'avez vu, je vous ai parlé de livraison, donc j'ai parlé d'approvisionnement. Donc, le processus achat se positionne dans le processus de supply chain et on vient aborder aussi au cours de la formation le positionnement des achats dans la supply chain. On parle stratégie achat. Sur la partie PC, ce n'est pas toujours évident de monter une stratégie achat parce que c'est un achat finalement
relativement courant et c'est un achat relativement simple. J'achète un PC, je choisis ses caractéristiques, je choisis éventuellement une marque, mais en termes de stratégie achat, on ne va pas aller bâtir des grands concepts. Par contre, plus les achats vont être complexes et surtout plus les budgets vont être importants, plus je vais me poser de questions. Chez EPSA, on va acheter une centaine de PC à l'année. Si je suis un très grand donneur d'ordre, je suis une très grosse boîte du CAC 40, je vais acheter des milliers de PC avec des configurations qui vont être extrêmement différentes. Alors là, je vais bâtir une stratégie achat. Est-ce que je confie tout au même prestataire? Est-ce qu'au contraire, j'en choisis plusieurs? Quels sont les avantages à dire je confie tout à un constructeur unique, que HP, que Dell ou que sais-je? Ou au contraire, est-ce que je viens faire un mélange entre les deux? Tout ça, c'est ce qui va rentrer dans la stratégie achat. Sur quelle durée je vais faire mon contrat? Je vous évoquais tout à l'heure la notion de contractualisation. Est-ce que je fais un contrat court, 1 à 2 ans? Est-ce qu'au contraire, je fais un contrat plus long? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose et c'est tout ça qu'on vous donne au travers du master achat. Et puis, bien entendu, les achats doivent aussi être responsables. Ça devient un critère de plus en plus important. Donc, on a monté un module spécifique lié à la RSE et aux achats responsables. À titre individuel, et je ne suis pas la seule chez EPSA à partager ce point, mais on est convaincu que nous, en tant qu'acheteurs, on a un rôle extrêmement important à jouer sur ce sujet-là. Je vais vous prendre un exemple complètement différent. Je vais sortir du sujet des ordinateurs et je vais vous parler de café. La machine à café dans les entreprises, c'est quelque chose d'extrêmement important pour créer du lien et c'est quelque chose qui est important dans la vie du collaborateur et on n'imagine plus une entreprise dans laquelle il n'y a pas de machine à café. Donc chez EPSA, on a des machines à café. Et jusqu'à présent, on se fournissait chez Nespresso. Et là, on se pose la question de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller vers quelque chose qui serait un acte d'achat responsable? Donc, soit je continue comme ça, je ne me pose pas trop de questions, soit à l'inverse, je vais jusqu'au bout de la démarche. Je ne pense pas que à recycler mes capsules de Nespresso, parce que oui, c'est un premier pas, mais finalement, c'est un premier pas que tout le monde peut faire et qui n'est pas si différenciant que ça, c'est de se poser la question de si j'allais vers un fournisseur qui est complètement inclusif et qui va me permettre de dérouler des achats responsables. Et actuellement, on est en contact avec les cafés joyeux. Je ne sais pas si autour de la table, certains d'entre vous le connaissent, mais les cafés joyeux, c'est une petite chaîne de café qui monte, avec des cafés dans lesquels on peut aller en tant que client quand on se promène, boire un café comme un café classique. Et ils ont une offre entreprise. Ils envoient des capsules de café avec les machines associées. Et là, la particularité des cafés joyeux, c'est qu'en fait, le personnel des cafés joyeux est majoritairement composé de personnes en situation de handicap, plutôt des handicaps cognitifs avec des personnes en situation d'autisme. Et donc, si nous, EPSA, demain, on bascule vers l'achat de café auprès des cafés joyeux, eh bien, on voit qu'on a un acte fort d'achat responsable, puisqu'on va aller solliciter un acteur dit de l'économie sociale et solidaire. Donc, on le voit bien ici, en tant qu'acheteur, on a un rôle extrêmement important de se poser la question en amont du processus, qu'est-ce que je peux faire pour que mon acte d'achat pour l'entreprise, il ait un vrai impact social. Et je vous donne l'exemple du café parce qu'il est très facile à comprendre là en quelques mots au travers de cette conférence, mais on s'aperçoit que toutes les typologies d'achat et que tous les achats, on peut arriver à un moment ou à un autre se poser la question de se dire comment je peux faire pour avoir plus d'impact. Et ça, c'est notre rôle en tant qu'acheteur, on en est convaincu chez EPSA et c'est aussi pour ça qu'au travers de la formation, on a voulu mettre ce module-là. Donc ça, c'est pour le premier point, la première mission des acheteurs. Je passe donc à la deuxième mission de l'acheteur qui est réaliser les achats. Donc on vous apprend, au travers de la formation, on apprend aux étudiants à dérouler le processus achat et réaliser les achats. Donc réaliser un diagnostic achat, réaliser un cahier des charges, écrire un cahier des charges qui soit complet et qui soit facilement exploitable par les fournisseurs qu'on va consulter. On apprend à mener des négociations, bien entendu, puisque je vous le disais tout à l'heure,
L'acheteur, souvent, on le voit comme celui qui permet de payer moins cher. C'est en grande partie vrai, même si c'est un peu restrictif, mais c'est vrai. Donc, on va apprendre aussi à faire de la négo. Et puis, on va aussi donner tout un tas d'éléments, d'outils de culture financière, parce que qui dit négo, qui dit budget, dit forcément que notre rôle en tant qu'acheteur, c'est aussi de dire, eh bien voilà, avant j'achetais tant, grâce à l'action d'achat, eh bien demain le budget il va être réduit à tant. Donc j'ai fait une économie. Je vous donne un exemple un peu bête. Si j'achète les PC comme ça au coup par coup sur Internet auprès de n'importe quel distributeur d'ordinateurs, je vais payer 1000 un ordinateur. Si je viens concentrer tous mes achats auprès d'un fournisseur, quel qu'il soit, eh bien demain, non, je ne vais plus l'acheter 1000, même si c'est le même ordinateur. Comme au lieu de les acheter au coup par coup, je vais m'engager peut-être sur un certain volume auprès du fournisseur. Je vais en acheter 200. Eh bien, le fournisseur va me dire, OK, pour 200, moi, je te le fais à 900 €. Donc, forcément, pour un PC, j'ai économisé 1000 fois le nombre de PC. Ça, c'est l'économie générale que, en tant qu'acheteur, par mon action achat, j'ai fait réaliser en tant qu'économie à l'entreprise. Ça, c'est vraiment aussi le boulot de l'acheteur. Et c'est comme ça que l'acheteur vient justifier en quelque sorte son poste à l'intérieur de l'entreprise par la réalisation des économies et par la sécurisation des actes d'achat. Donc, on apprend au cours de ce master, au cours des 2 ans, tous les actes qui permettent de réaliser les actes d'achat et de dérouler le fameux process achat. On a un troisième point qui est lié à la troisième mission de l'acheteur, à savoir la gestion des risques juridiques. On a tout un module juridique sur la gestion des contrats. Même si en tant qu'acheteur, on est rarement amené à rédiger tout seul un contrat, on est souvent en appui d'un service juridique. Néanmoins, on doit être capable de parler avec le service juridique. On doit être capable de mener un certain nombre de négos entre le fournisseur, le service juridique et nous-mêmes. Donc, on vous donne un minimum de culture juridique. Et également, on vous donne une culture juridique sur ce qui est la commande publique, donc les achats de marché public, parce que le métier d'acheteur, il se fait bien entendu dans le privé, mais il se fait aussi dans les entités publiques. Et d'ailleurs, chez EPSA, on a aussi bien des clients du service privé que des clients du service public. En service privé, je vais vous citer quelques exemples de grands comptes. On travaille pour la BNP, on travaille pour Veolia, on travaille pour les magasins But. On va travailler également pour des grands clients commande publique, marché public, notamment la Société du Grand Paris, qui est un gros client d'EPSA depuis maintenant plusieurs années. On travaille également pour l'AFD, l'Agence française de développement. On travaille régulièrement pour des ministères, que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, par exemple. Donc, on voit bien que notre métier, on peut le faire aussi bien au sein du marché privé que du marché public. Et lorsque l'on intervient auprès des acteurs de la commande publique, les règles sont parfois un petit peu différentes puisqu'on doit respecter ce que l'on appelle la commande publique et donc on va vous donner aussi un peu d'informations et de culture de la commande publique pour vous permettre au cours de votre carrière de dire moi j'ai envie de commencer par le privé mais pourquoi pas demain passer au public ou vice-versa. Parce que c'est aussi ça l'intérêt d'une carrière d'acheteur, c'est qu'on peut faire notre métier dans plein d'entreprises différentes et de manière différente à chaque fois que l'on change d'entreprise. On a enfin un quatrième point dans ce master achat qui est lié bien entendu à la quatrième mission d'acheteur que j'évoquais tout à l'heure, à savoir l'animation de toute la relation fournisseur. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a toute l'animation commerciale, tout le suivi, bien sûr, du fournisseur au cours de la vie du contrat, que ça se passe bien ou que ça se passe moins bien, parce que quand ça se passe moins bien, c'est aussi notre rôle en tant qu'acheteur de venir le détecter et d'aller négocier
avec le fournisseur les points qui ne se passent pas bien pour qu'on revienne dans une situation satisfaisante pour les deux parties, ce que vous entendez parfois, la fameuse relation gagnant-gagnant, mais également tout ce qui va être conduite du changement, y compris sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon d'acheteur, du multisite ou en contexte international. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on intervient sur des périmètres globaux, des périmètres très larges, dans lesquels on va faire intervenir un certain nombre d'acteurs, de sites, de pays. Et derrière, quand on va déployer des contrats sur des périmètres qui sont très larges, eh bien forcément, il y a tous les aspects de conduite du changement qui rentrent en compte. Je pense là, par exemple, sur du multisite, à une opération qu'on a menée il y a quelques années pour notre client But, les magasins But, j'imagine que vous connaissez tous autour de la table. Ils ont 200 et quelques magasins de mémoire et nous avons remis en cause tout le partenariat fournisseur pour le nettoyage des magasins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 200 magasins et 200 prestataires de ménage, on a essayé de consolider généralement par région les fournisseurs, ce qui permettait d'avoir un effet volume et donc d'avoir un levier de négociation pour optimiser, réduire le prix. Mais ce qui aussi opérationnellement a un vrai impact, c'est-à-dire que quand je travaille avec une relation extrêmement locale d'un fournisseur très local avec un seul magasin, bah, quand la personne qui vient faire le nettoyage du magasin est malade, eh bien, on s'aperçoit que le fournisseur, il ne s'est pas bien géré. Le fait d'avoir des opérateurs un petit peu plus gros et de mutualiser sur plusieurs sites, ça permet aux fournisseurs de mutualiser des équipes, de créer des équipes un petit peu plus grosses et donc de faciliter aussi ce travail opérationnel. Donc, quand on passe d'une gestion extrêmement locale à une gestion beaucoup plus centralisée où on dit bah, maintenant, vous avez 12 fournisseurs qui vont venir gérer tous les magasins dans les 12 régions, eh bien forcément, il faut travailler sur toute la conduite du changement pour que tout la bascule de fournisseurs se passe bien. Donc, il y a une très, très forte dimension conduite du changement, accompagnement projet aussi dans le métier de l'acheteur. Et c'est encore une fois tout ça, tous ces éléments-là qui sont donnés au travers du master achat. J'en ai fini pour cette partie-là qui vient vraiment faire le lien avec la première partie de qu'est-ce que le métier d'acheteur et comment concrètement on le décline et derrière comment on va le décliner aussi au travers du master achat et conseil Ascensia EPSA. Vous allez me dire, maintenant que j'ai compris à peu près ce que c'était que le métier d'acheteur, ou en tout cas les grandes lignes du métier d'acheteur au travers de ces 4 missions, finalement, qu'est-ce qu'il faut être pour être un bon acheteur ou quelles sont les appétences, quelles sont les aptitudes qui sont importantes lorsque l'on est acheteur. Je vais vous parler de 2 catégories. D'abord, tout ce qu'on appelle les fameux hard skills, donc le savoir-faire, le savoir en tant que tel, le côté extrêmement technique. Et ensuite, je vous parlerai des soft skills qu'on évoque de plus en plus. C'est un sujet qui est de plus en plus décrit dans la littérature professionnelle. Donc, tout ce qui est lié à du savoir-être. On va vraiment faire ces 2 parties-là. La première partie, sur le savoir-faire, sur les hard skills, la première chose, il faut que vous aimiez les chiffres, ou au moins que vous ayez une certaine aisance avec les chiffres, parce qu'on analyse beaucoup de chiffres quand on est acheteur. Ça, c'est important. Je vous évoquais tout à l'heure le côté économie, être capable d'aller chercher des économies pour le compte de l'entreprise. C'est bien d'aller chercher les économies, mais il faut les calculer pour derrière les communiquer et venir dire, eh ben voilà, moi cette année, au travers de mes actions achats, j'ai réalisé tant d'économies. Donc ça, c'est un premier point qui est assez important. Quand on est acheteur, il faut aimer les chiffres. Le deuxième point, c'est des capacités rédactionnelles. Il faut un minimum aimer écrire. Alors, on n'est pas des littéraires tous. Il n'est pas nécessaire, on n'est pas non plus là pour écrire des romans. Mais si je vous parle de capacité rédactionnelle, c'est que ça va être important à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque l'on écrit un cahier des charges.
et plus l'acte d'achat est élevé, complet, va réunir un nombre important de sites, comme dans l'exemple que je vous donnais pour les magasins But, sur les 200 et quelques magasins pour le process achat-nettoyage, et bien forcément, plus le cahier des charges il doit être étoffé pour que le fournisseur il comprenne bien ce qu'on attend de lui. Donc ça, il faut le décrire et c'est important d'avoir ces capacités rédactionnelles. Et c'est important aussi pour aider le juridique dans la rédaction des contrats. On va être amené à intervenir aussi. Donc, on est là pour toujours, dans ces cas-là, rédiger des éléments. Et puis, il y a tout un tas d'échanges qui se fait avec les fournisseurs, mais ça, j'ai envie de dire, c'est du tout venant. C'est du classique métier tertiaire. Il est nécessaire de bien maîtriser les outils du pack office. Excel, c'est notre meilleur ami, voire parfois notre meilleur ennemi, parce qu'il y a des moments où on est sur des tableaux d'analyse qui sont parfois assez costauds quand il y a beaucoup de données d'achat. Vous imaginez bien 212 magasins à analyser, avec chacun un prix différent parce que les surfaces à nettoyer ne sont pas les mêmes. Donc forcément, ce n'est pas un prix, un magasin et je fais x 212. Non, ça serait beaucoup trop facile. J'ai une liste de 212 magasins avec des surfaces. Dans certains magasins, il y a des complexités qui n'existent pas dans d'autres parce qu'il faut aller, par exemple, nettoyer une réserve. On n'utilise pas toujours les mêmes produits, par exemple. Donc, ça serait trop facile si c'était de dire c'est 100 € pour un magasin et tu multiplies par 212, tu as le prix global. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, on a des gros fichiers Excel qu'on analyse, qu'on fait tourner dans tous les sens. Et si on ne maîtrise pas Excel, eh bien, c'est difficile. Ça s'apprend de maîtriser Excel. Par contre, voilà, il faut avoir un minimum d'appétence pour Excel. Et puis, une fois qu'on est lancé, finalement, on s'aperçoit qu'on crée vite des automatismes, des routines. On vous donne des cours Excel aussi au travers du master achat. Et ça vous permet de maîtriser l'outil pour être capable de jouer avec. On doit maîtriser PowerPoint aussi lorsque l'on est acheteur parce que bien, on est amené à faire des présentations auprès des fournisseurs pour présenter qui est l'entreprise, de quoi on a besoin, pourquoi on lance une consultation achat. Et tout à la fin du processus, pour présenter au directeur achat, au directeur financier peut-être également, tous les résultats que l'on a obtenus grâce à nos actions achats, nos fameuses économies que l'on a générées au fur et à mesure du temps. Donc ça, souvent, ça passe par des présentations PowerPoint. Donc c'est aussi important d'être capable de faire des jolies présentations PowerPoint. Et je mets bon niveau d'anglais. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les actes d'achat sont internationaux. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé dans le métier d'acheteur il y a 15 ans maintenant, oui, 15 ans, on faisait beaucoup de consultations sur des périmètres France et de plus en plus, les périmètres augmentent. Donc, on va être France plus quelques pays, Europe, voire des périmètres globaux. Ça se fait de plus en plus de mettre en place des logiques d'achat complètement globales. Et du coup, eh bien, pour pouvoir interagir avec nos interlocuteurs dans les différents pays concernés par l'appel d'offres, eh bien, l'anglais, c'est la langue de travail commune. Et puis, pour être capable d'interagir aussi avec des fournisseurs qui ne sont pas toujours franco-français, eh bien, il n'y a que l'anglais qui vient nous aider. Bien entendu, ce n'est pas vrai pour 100% des postes, notamment si je suis un acheteur qui a envie de travailler dans le secteur public. Dans le secteur public, la langue de travail obligatoire, c'est le français. Donc, je mets un petit bémol pour les acheteurs qui voudraient faire du secteur public exclusivement. Maintenant, les carrières, je pense que vous êtes une génération qui va changer de métier, d'environnement et au cours de sa carrière un certain nombre de fois. L'anglais va être un atout indispensable. Donc, je ne peux que vous inviter à travailler votre niveau d'anglais en écoutant des séries, en écoutant des podcasts en anglais. C'est le meilleur moyen de vous faire l'oreille et d'être capable d'avoir un bon niveau d'anglais. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner les hard skills, avoir un goût pour les chiffres, aimer Excel, avoir la capacité à rédiger, avoir un goût pour rédiger, même si encore une fois, on ne va pas demander du très littéraire, et puis travailler en langue anglaise. Maintenant que j'ai parlé de ces fameuses hard skills, savoir-faire, je vous parle des soft skills, tout ce qui est savoir-être.
La communication, c'est important. Le relationnel, le leadership. Pourquoi? Parce que, je reprends l'exemple des magasins But, vous avez des patrons de magasins, parce que c'est vraiment ça, et vous avez en face de vous 212 personnes qui disent « Ouais, mais moi j'ai l'habitude de travailler avec la petite entreprise du coin, je ne veux pas travailler avec quelqu'un d'autre. » Et c'est votre boulot, en tant qu'acheteur, de parler avec tous les patrons des magasins pour leur faire accepter la nouvelle manière de travailler, pour les faire rentrer dans le contrat cadre, parce que vous, de votre côté, en tant qu'acheteur, vous avez promis un niveau de volume d'affaires à votre fournisseur, puisque vous leur avez dit oui, on va vous confier les 212 magasins. Si sur les 212, il y en a 50 patrons de magasins qui disent « Oh là là, le ménage, je ne savais pas gérer, je suis super content, donc je suis trop content de le donner au siège », eh bien, les 150 autres, ils vont dire « Non, 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 moi, le siège, j'en ai marre, j'ai pas envie qu'ils mettent leur nez là-dedans, ils vont se faire voir. » Et je vous le dis tel qu'on le vit régulièrement quand on est acheteur. Donc, c'est là où vous devez avoir une vraie bonne capacité à communiquer, un bon relationnel. Ça va aussi avec la qualité d'écoute, parce que c'est parce que vous allez écouter votre interlocuteur que vous allez comprendre le point de blocage et que derrière, vous allez être capable de l'embarquer dans le changement. Donc, la communication, la capacité d'écoute, pour moi, ça va vraiment ensemble et ce sont des choses qui se travaillent. C'est pas parce que je suis timide, j'ai souvent la question lorsque je parle du métier d'acheteur à des étudiants ou à des jeunes, je peux être quelqu'un de très timide et être un excellent acheteur. Tout simplement parce que lorsque je suis timide, j'ai souvent une très très bonne capacité d'écoute. Donc sur la communication, il faut que je me fasse un petit peu violence parfois, mais je viens compenser par ma capacité d'écoute. Donc tout ça, ça se travaille et tout ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on vous accompagne au cours de votre formation de développer ces points-là. Mais il faut avoir un goût pour l'échange, pour le contact, pour la communication. Je parle aussi en termes de savoir-être, de capacité d'organisation et de rigueur. Pourquoi? Vous l'avez vu, le process achat, il est très cadencé. J'ai une étape, puis une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et je ne mets pas la charrue avant les bœufs, sinon ça ne marche pas. On a plein de clients ou plein de jeunes acheteurs qui veulent aller plus vite, qui disent « Oh, cette étape-là, finalement, je n'ai peut-être pas besoin de la faire. » Et à chaque fois, ça marche. À chaque fois qu'on vient supprimer une étape, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va le payer quelque part au cours du process achat. Donc, il faut avoir cette organisation, il faut avoir cette rigueur pour suivre le process achat dans un calendrier donné et pas mettre la charrue avant les bœufs. Et quand on devient un acheteur aguerri, eh bien, on ne va pas travailler sur un ou deux process achats, mais on va travailler sur plein de process achats. On va généralement travailler par famille. Je vais vous redonner l'exemple de l'IT. Je vais acheter des PC, je vais acheter des logiciels. Mais quand je suis dans une grande entreprise, il n'y a pas que du Microsoft Office à acheter. Il y a potentiellement plein de choses. Si je travaille pour un grand cabinet d'architectes ou pour une entreprise de construction, je vais acheter des logiciels qui vont me permettre de faire du dessin industriel, par exemple, ou des dessins pour les bâtiments avec des logiciels spécifiques de type AutoCAD, etc. Donc, on le voit bien, le matériel, les logiciels qui peuvent se décliner en plein de typologies de logiciels. On peut intervenir aussi en tant qu'acheteur IT sur toute l'infrastructure informatique, acheter les fameux serveurs, acheter de la prestation intellectuelle informatique, ce qu'on vient appeler dans notre jargon de la P2I. Et quand on achète de la P2I, eh bien, on vient acheter finalement du métier de conseil. Donc, c'est encore une autre manière de gérer un acte d'achat. Et si je vous parle de tout ça, c'est qu'il faut avoir une bonne capacité d'organisation pour être capable de suivre ces différentes procédures achats qui vont concerner différentes typologies d'achats, différentes typologies de fournisseurs et que je ne vais pas forcément faire l'une après l'autre. Je ne vais pas dire « Ah ben là, c'est bon, j'ai fini les PC, je vais pouvoir commencer le logiciel et une fois que j'aurai fini le logiciel, je vais attaquer les telcos. » Non, c'est rarement comme ça dans la vraie vie. C'est souvent tout un petit peu en même temps. Et donc, il faut que je sois capable de suivre l'avancée de mes procédures avec plusieurs procédures à la fois, d'où la nécessité d'avoir une bonne capacité d'organisation et un minimum de rigueur et d'aimer le côté un peu rigoureux du process.
Et enfin, un esprit analytique, ça revient avec ce que je disais en tout au début des hard skills, avoir de l'appétence pour l'analyse de données, de l'aisance avec les chiffres, ça va avec l'esprit analytique forcément, puisque si j'analyse des chiffres, c'est pour en sortir un certain nombre d'enseignements, mettre en place des analyses qui vont venir derrière asseoir ma stratégie achat ou l'analyse de mes indicateurs de performance du fournisseur au cours de toute la relation contractuelle entre le fournisseur et l'entreprise. Voilà donc pour les aptitudes qui sont nécessaires au métier d'acheteur. Bien entendu, tout ça, ça s'acquiert, ça se travaille. Après, si vous vous dites, oh là là, moi les chiffres, je déteste et j'aime pas écrire, il faut se poser la question de se dire finalement, le métier d'acheteur, c'est peut-être pas un métier pour moi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qui est important de se poser comme question avant de se lancer dans une carrière achat, même si finalement tout ça, c'est vrai dans le métier d'acheteur, mais quand on se pose la question, c'est vrai dans plein d'autres métiers. Et si moi je suis passée du métier d'acheteur à un métier de DRH, c'est aussi parce que finalement tout ça c'est présent dans les deux postes et c'est assez commun à beaucoup de métiers. Mais le métier d'acheteur va vous solliciter beaucoup, à la fois sur ses savoir-faire et à la fois sur ses savoir-être. Je continue ensuite pour vous parler des débouchés professionnels parce que le temps passe. Je l'ai un petit peu abordé au cours de ma présentation en vous parlant de l'achat IT, en vous parlant de l'achat de nettoyage, des choses qui n'ont rien à voir mais qui restent finalement le métier d'acheteur. Et donc le métier d'acheteur, il se décline de plein de façons parce qu'on peut intervenir sur plein de familles d'achats. Et c'est ça aussi qui est extrêmement sympa, c'est qu'en tant qu'acheteur, je peux passer de la BNP à Veolia, je peux passer de Veolia au magasin But, je peux passer de But derrière à la Société du Grand Paris, parce que finalement, je vais avoir une compétence achat que je peux décliner dans plein de sociétés, dans plein d'environnements différents. Et donc, on le voit ici, je peux acheter des prestations intellectuelles, c'est-à-dire des prestations de conseil, par exemple. Nous, on est un cabinet de conseil, ça veut dire qu'il y a des acheteurs qui viennent gérer l'achat de notre métier. Je peux acheter des travaux, ce qu'on fait à la Société du Grand Paris, par exemple, hein, et là, on est sur des grands travaux qui vont aussi bien la percée des tunnels pour créer le réseau, que les travaux des gares pour construire la boîte gare, mais aussi tous les travaux d'aménagement de la gare. Je peux être acheteur industriel. Acheteur industriel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire acheter des machines-outils, ça veut dire acheter les consommables qui vont permettre de faire fonctionner la machine-outil. C'est acheter la maintenance qui va me permettre de faire que ma machine-outil va fonctionner correctement dans la durée. Donc, c'est ça un acheteur industriel. Je peux être acheteur matières premières également. Je ne sais pas, je travaille pour une entreprise qui fait du beurre, j'achète du lait, par exemple. Acheteurs services généraux, où là, on va acheter toutes les typologies d'achat et j'ai évoqué tout à l'heure, par exemple, le nettoyage, ça rentre dedans. Donc, à l'intérieur des services généraux, il y a de multiples prestations et finalement, c'est une catégorie qui ne paraît pas très sexy comme ça, mais qui est extrêmement intéressante parce qu'on parle du nettoyage, parce qu'on parle dans les grands bâtiments, dans les entreprises, dans les sièges sociaux, de réparer la lumière, réparer les chasses d'eau ou que sais-je, les prestations d'accueil par des hôtes ou hôtesses d'accueil, des fleurs, des espaces verts, etc. On peut être aussi acheteur distribution, ce qu'on va appeler chef de produit, où là, il y a une dimension achat, mais aussi une dimension très forte sur la gestion d'un produit. On peut être acheteur projet en tant que tel. Donc là, on va intervenir sur plein d'achats à l'intérieur d'un projet même. Par exemple, à la Société du Grand Paris, on fonctionne par projet, qui est de dire le projet entre deux gares. Donc, je vais prendre un bâtiment gare numéro 2, et puis le tunnel qui est au milieu. Et donc, je vais venir travailler sur l'ensemble des consultations qui sont nécessaires de lancer pour fabriquer les boîtes gares, l'aménagement des gares et le tunnel au milieu. Et puis, l'acheteur public, qui est une catégorie un petit peu différente, qui va décliner tous ces achats-là, mais à l'intérieur d'un contexte spécifique, qui est le marché public. Donc, on le voit, hein, le métier d'acheteur, finalement, il se décline de plein de façons. Et on peut se spécialiser dans un type d'achat, comme on peut passer d'un achat à l'autre. Et c'est ça aussi qui rend ce métier extrêmement sympa. Et une fois qu'on a été acheteur, en termes de carrière, eh bien, notre carrière, on peut évoluer aussi
vers un poste de responsable achat, voire un poste de chef de groupe achat. Donc, si je reprends l'exemple de l'achat IT, au départ, je peux commencer comme acheteur IT matériel et puis évoluer vers toute la catégorie IT avec ce que je vous disais tout à l'heure, le matériel, les logiciels, l'infrastructure. Donc là, je suis responsable achat IT ou je suis chef de groupe achat. Et puis, petit à petit, continuer à être responsable de tous les achats plutôt indirects, donc qui ne rentrent pas dans le process de prod, ou à l'inverse, être responsable de tous les achats dits directs, de ce qui va rentrer dans le process de prod, et à la fin, finir directeur des achats. Donc, on voit, on a une capacité de gérer une carrière dans plein de manières, que ce soit de façon complètement transverse en changeant de famille ou de façon verticale en évoluant à l'intérieur de la fonction achat. Et puis, bien entendu, vous vous posez tous la question sur les débouchés professionnels. Le métier d'acheteur, très clairement, c'est un métier qui a le vent en poupe. C'est un métier jeune, c'est un métier pénurique sur lequel il n'est pas toujours facile de recruter quand on est recruteur, ce qui est mon cas. Et donc, les salaires à l'embauche sont plutôt attractifs par rapport à la moyenne des jeunes diplômés. Bien entendu, je vous ai donné des fourchettes qui sont entre 32 et 40 000 € bruts pour un jeune diplômé. Alors ça, c'est les chiffres fin 2019. Avec la crise, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais ça ne va pas bouger de façon fondamentale. Et la fourchette entre 32 et 40 va dépendre en fait du secteur d'activité. Est-ce que c'est plutôt un secteur d'activité qui est à forte marge, qui dégage beaucoup d'argent, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes dans un secteur d'activité où c'est plus compliqué? Je pense au secteur du luxe versus le secteur de l'automobile, par exemple, c'est la dichotomie un peu classique qu'on fait. De votre lieu de prise de poste, bien entendu, à Paris et dans certaines régions, ce n'est pas du tout les mêmes salaires. Et puis du niveau d'internationalisation, plus le périmètre est international, plus forcément vous allez vous rapprocher de la fourchette haute. Et puis on voit que les perspectives de salaire évoluent très favorablement en fonction de la seniorité et en fonction du poste vers lequel vous allez vous tourner. Voilà un petit peu pour tout ce que je voulais vous dire sur ce métier d'acheteur. Et pour compléter cette présentation, je vais passer la main à Alizée, qui est alternante chez EPSA et qui fait son master achat et qui va vous parler un petit peu de son expérience, de pour elle finalement qu'est-ce que c'est qu'un acheteur et qu'est-ce qu'elle a découvert. Je vous retrouve certainement après pour les questions-réponses et Alizée, c'est à toi. Merci Anne-Laure. Alors bonjour à tous et bonne année. Dans un premier temps, je vais me présenter. Je m'appelle Alizée Chauveau et je suis étudiante en M1 Management des unités opérationnelles, spécialité conseil et achat au sein d'EPSA. J'ai un parcours assez atypique puisque j'ai principalement étudié les ressources humaines jusqu'en Bac+3. J'ai connu le métier d'acheteur il y a 2 ans quand j'étais en BTS par le biais d'une alternante avec qui j'étais. Je me suis intéressée à ce métier, mais en me disant que par mon cursus, je ne pourrais pas le faire. Donc, j'ai continué tout bêtement dans les ressources humaines en faisant une licence RH. Et pendant que j'étais en licence au sein du groupe PSA Automobile, j'ai rencontré de nouveau une apprentie acheteuse et en écoutant et découvrant une nouvelle facette de ce métier, je me suis dit, ça y est, c'est ça que je veux faire. Alors, j'ai postulé dans 5 masters RH et dans 5 masters achat et un master RH en me disant que si je ne suis pas prise dans les achats, c'est pas grave, je pourrais faire ressources humaines. Et très bonne surprise, j'ai été acceptée dans 5 masters achats et pas mon master RH. Et c'est là que je me suis dit, c'est que c'est fait pour toi. Donc, après ça, j'ai postulé dans beaucoup d'entreprises en sachant que ça allait être compliqué pour moi de trouver une entreprise. Et en persévérant et en participant justement à des masterclass achats, j'ai eu l'opportunité de signer un contrat avec EPSA en juillet 2020. Je remercie Anne-Laure au passage. Ce que je veux vous dire par là, c'est que malgré mon parcours et un cursus différent, quand on veut quelque chose, il faut se donner l'opportunité de le faire, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Maintenant, je souhaiterais parler de ma vision de l'acheteur. Donc, personnellement, j'ai toujours voulu un métier où il y avait 90% de choses que j'aime et 10% de choses que je n'aime pas.
Et je voulais un poste avec des responsabilités, du dynamisme. Et le métier d'acheteur regroupe pour moi toutes mes envies. L'acheteur est vraiment un acteur important d'une entreprise et c'est ce qui me pousse à vouloir en apprendre plus sur ce métier pour devenir un jour peut-être une future directrice des achats. Voilà. Un grand merci à toi. Effectivement, tu reprends ce que je disais, Alizée. Un acheteur, c'est quelqu'un qui est curieux, qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est rigoureux. Des qualités humaines, ça j'ai envie de dire tous les professionnels en ont forcément, mais il faut aimer le relationnel humain. Et puis, bah, écoute, je suis ravie d'entendre que pour toi, c'est une chance. En tout cas, c'est un joli métier avec plein de facettes. Et je crois que quand on est jeune, c'est chouette de se dire, je pars dans un métier que je vais pouvoir exercer dans plein de contextes et de plein de manières différentes. Et c'est un petit peu ce que montre la slide précédente quand je vous évoquais tous les typologies d'acheteurs, parce que un acheteur IT, c'est pas la même chose que un acheteur en usine qui va acheter de la maintenance, de consommables industriels, etc. Et c'est ça aussi, le débouché achat, pour ça, c'est assez fabuleux parce que ça permet de passer d'un environnement à l'autre, d'une entreprise à l'autre, et ça permet aussi de découvrir du coup des choses différentes à chaque fois. Et je crois que quand on est jeune, c'est important de se dire, je rentre dans un métier qui m'offre des perspectives diverses et variées. On vous a mis quelques petits liens si vous souhaitez en savoir plus sur nous. Et du coup, je vais en partie départager mon écran pour pouvoir avoir un petit peu le fil de vos questions. Et puis pour pouvoir vous voir. Alors, j'ai une question sur faire une carrière d'acheteur international, bien entendu. Alors, c'est rare de commencer comme acheteur international au départ. Après, c'est ce que je vous disais, on est acheteur, on rentre sur un périmètre et comme l'idée, c'est de globaliser de plus en plus les périmètres, eh bien, finalement, on se retrouve parfois très rapidement dans les grands groupes acheteur international parce que je ne vais pas acheter mes ordinateurs que pour mon site à moi, mais pour l'ensemble des sites de l'entreprise. Je vais globaliser et c'est comme ça que petit à petit, je me tourne vers l'international. Le profil d'acheteur en PME, il n'est pas forcément très différent de ça. Le process achat, il reste toujours le même. C'est celui que je vous ai montré en tout début de présentation et je vais le dérouler de la même manière. Il y a des étapes sur lesquelles je vais aller plus vite que d'autres si je suis dans une PME ou si je suis dans un grand groupe. Je reprends mon exemple des ordinateurs parce que je pense qu'il est extrêmement parlant. Si je suis chez EPSA, la première étape, c'est de définir combien et quelle typologie d'ordinateur j'achète. Donc, avec cet élément-là, c'est de se dire, l'analyse de l'existant, de se dire, chez EPSA, j'en achète 200, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Et je vais le faire parce que je suis dans une PME. Si je suis dans un très grand groupe du CAC 40, tout à coup, je vais aller vers une identification de déjà quels sont les sites qui achètent des ordinateurs. Je vais avoir une grande liste. Je vais peut-être avoir 15 sites parce que y a le siège social, il y a l'usine à tel endroit en France, mais il y a l'usine à tel endroit, il y a encore telle autre usine. Et puis, il y a un centre opérationnel qui n'est pas le siège social, mais qui est un centre administratif en Amérique du Nord, en Asie, etc. Donc, on le voit, le travail, il reste exactement le même. La méthode, c'est la même. Sauf que je ne vais pas le faire de la même manière si je suis en PME ou si je suis en grand groupe avec cette vocation internationale. Donc, finalement, le profil de l'acheteur, il est à peu près le même si je suis en PME ou si je suis en grand groupe. Et si vous avez aujourd'hui une appétence de commencer en PME, que le métier d'acheteur vous plaît, que vous performez dans ce métier d'acheteur, eh bien demain, c'est peut-être aussi une passerelle pour aller vers un grand groupe. Ou à l'inverse, de se dire, oh là là, les grands groupes, j'en ai soupé, j'en veux plus, j'ai envie de repartir dans une petite structure, eh bien, le process achat, vous allez le dérouler exactement de la même manière. Donc, en ce qui me concerne, je ne fais pas trop de dichotomie entre le profil d'acheteur PME et le profil d'acheteur international, parce que la manière de travailler doit toujours rester la même. Je suis là pour dérouler un process achat.
J'ai aussi une question qui me dit, j'ai pas parlé du poste stratégique des achats pour faire à l'entreprise des économies des économies importantes. J'ai évoqué effectivement ce sujet des économies, c'est important, c'est ce qui vient justifier le poste de l'acheteur. Un acheteur, il est là pour générer normalement au moins autant d'économies que ce que coûte son poste. C'est son job. Après, le côté stratégique de l'achat, il n'est pas que de faire des économies, il est aussi de sécuriser les relations fournisseurs. Et je vais vous prendre un exemple qui est on ne peut plus en ce moment d'actualité avec le Covid. Je suis un acheteur dans une boîte et jusqu'à présent, pour faire justement plein d'économies à mon entreprise, je sourçais en Chine avec des pièces pas chères du tout. Jusqu'à présent, tout se passait très bien. Sauf que le Covid est arrivé et que j'arrive plus à approvisionner parce qu'en Chine, les usines se sont arrêtées pendant un peu plus de 2 mois. Pour faire repartir les usines, c'est parfois un petit peu long. Et pendant ce temps, j'ai besoin quand même de pouvoir m'approvisionner parce que nous, on ne s'est pas complètement arrêté. Et là, mon rôle d'acheteur, c'est de se poser la question, de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais pour relocaliser et pour avoir un impact et de se dire, finalement, j'avais besoin de 3000 pièces. Mon acheteur chinois, mon fournisseur chinois, pardon, il peut me les donner, mais pendant 2 mois. Moi, j'en ai besoin tout de suite d'une partie. Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est le boulot de l'acheteur d'aller bosser pour trouver le bon fournisseur, plus local certainement, qui va permettre de répondre aux besoins. Et le côté stratégie achat, ça va être de se poser la question, de se dire, mais finalement, sur le long terme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à aller pas cher avec mon fournisseur chinois de façon exclusive? Certes, je vais faire un volume d'économie qui va être comme ça, mais j'ai un vrai risque. Ou est-ce qu'au contraire, je vais réduire un tout petit peu mon volume d'économie, mais je vais sécuriser mon process? C'est ça aussi de la stratégie achat, et c'est ça que vient faire l'acheteur. Son objectif, c'est pas forcément d'acheter, de faire l'économie la plus grosse possible, parce que le rôle de l'acheteur, c'est le bon produit au bon coût, au bon moment. On est sur un triptyque de supply chain pur, et c'est notre job de participer à ça. Et ça, c'est de la stratégie achat, et il n'y a pas que le volet économie qui rentre dedans, il y a aussi tout le côté sécurisation de la relation. J'ai une question sur les cours du master, sont-ils animés par des intervenants de la société EPSA? Donc, il y a tout un tronc commun qui est animé par des formateurs de l'école Ascentia. Et tous les cours de SPHA sont animés par des formateurs EPSA, donc des managers EPSA, des experts. Et en fonction des modules, à chaque cours, en fait, vous avez un intervenant différent sur le master. Peut-être un petit mot, Alizée, toi de ton côté, sur le retour sur les formateurs? La seule chose que je pourrais dire, c'est que EPSA, au-delà d'être une entreprise en elle-même, c'est vraiment un esprit de famille. Et quand on est en cours, on tutoie nos professeurs. Enfin, c'est nos professeurs, c'est nos collègues, et c'est pas la même chose que les cours où avec des professeurs normaux, quoi. Et c'est vraiment bien. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est différent. Et du coup, on apprend mieux, je trouve. Et en plus de ça, vu qu'on se croise dans les couloirs, si on a besoin de poser une question, qu'on n'a pas compris quoi que ce soit, ils sont là pour nous répondre, ils peuvent nous réexpliquer. On peut leur envoyer un message. Enfin, ils sont vraiment disponibles pour nous et c'est ça qui est vraiment, vraiment top. Alors, c'est vrai que toi, tu as un accès privilégié parce que tu es étudiante et alternante. Néanmoins, nous, de notre côté, on fait intervenir nos intervenants sur les SPHA avec un mot d'ordre. En tout cas, moi, ce que je leur ai donné comme mot d'ordre, c'est concret. C'est-à-dire que c'est, bien sûr, c'est un cours assez théorique pour vous donner de la matière achat ou pour donner de la matière achat aux étudiants, bien entendu, parce que c'est indispensable le savoir théorique. Mais dans tous les cas de figure, ça doit être illustré, ça doit être pratico-pratique, un petit peu comme je l'ai fait là au cours de l'exercice, en vous donnant le parallèle entre ce qu'un métier d'acheteur fait et comment on le fait si on achète par exemple les PC. C'est extrêmement important parce que c'est aussi comme ça que vous allez comprendre comment ça marche en tant qu'étudiant. Et donc, tous les profs sont très, très, très impliqués là-dessus pour le master achat. Et bien sûr, que ce soit pour les étudiants qui sont en cours
et alternants EPSA, mais aussi de la même manière pour tous ceux qui ne sont pas alternants EPSA. J'ai une question sur la formation en gestion de projet est-elle compatible avec le métier d'acheteur? J'ai envie de dire plein de fois oui, tout simplement parce que quand on est acheteur, on est forcément gestionnaire de projet, on est là pour gérer des projets et un bon chef de projet peut faire un très très bon acheteur. Donc c'est très complémentaire et bien entendu ça peut très très bien marcher. J'ai une question sur les contraintes du métier. Je ne suis pas sûre de complètement cerner la question. En tout cas, c'est un métier, comme je vous le disais tout à l'heure, sur lequel je pense qu'il est important d'aimer les chiffres, de jouer avec Excel. C'est un métier, alors la crise est venue changer pas mal de choses, la crise sanitaire, mais c'est un métier où avant, surtout quand on avait un périmètre international, on était ou un poste d'acheteur industriel, on était amené à se déplacer quand même pas mal. Les choses ont un petit peu changé ces derniers mois. Je pense que la mobilité va se réaliser, reviendra un jour ou l'autre, les déplacements professionnels reviendront, c'est certain. Après, est-ce que les acheteurs se déplaceront toujours autant dans le futur par rapport à l'avant-Covid? J'en sais rien, mais ça peut parfois faire partie des contraintes. Est-ce qu'il est difficile de trouver une alternance en tant qu'acheteur junior international? Non, ça dépend en fait, j'ai envie de dire oui et non. Alizé disait quand on veut, on peut. L'école a un réseau, nous on a un réseau, on travaillera beaucoup pour aider les étudiants à trouver une alternance. Après, pour tous ceux qui maîtrisent très bien l'anglais, qui sont rigoureux et qui ont une envie de rejoindre le métier, qui savent l'expliquer, j'ai envie de dire, c'est comme tout, c'est comme un entretien d'embauche, il faut foncer, il faut donner le meilleur de soi et ça se trouve. Le niveau d'anglais qui est requis, il est différent en fonction du poste, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des entreprises qui ont besoin d'un bon niveau d'anglais, avec un TOEIC, c'est-à-dire de l'anglais relativement courant pour être capable d'avoir une conversation avec un fournisseur en anglais, d'être capable de mener une négo en anglais. Et à l'inverse, il y a certaines entreprises, elles, n'ont pas du tout ces besoins-là parce que les achats sont plus franco-français. J'évoquais les magasins But tout à l'heure, c'est extrêmement franco-français. Quand on est acheteur chez But, on parle très peu anglais, sauf si on est chef de produit. Donc, il n'y a pas de règle, tout dépend vraiment du poste par rapport au niveau d'anglais. Néanmoins, là, c'est plutôt la DRH qui parle et c'est ce que je dis moi à mes enfants, l'anglais, c'est de devenir complètement indispensable. Donc, faites-vous violence, écoutez des séries en anglais, écoutez des podcasts en anglais, travaillez votre anglais parce que ça ne peut être qu'un atout pour votre carrière, qu'elle soit dans les achats, en dehors des achats, d'abord dans les achats et ensuite ailleurs, d'abord ailleurs et ensuite dans les achats, parce qu'il n'y a pas de règle et je suis convaincue tous autour de la table, là, de la conférence, vous changerez plusieurs fois de métier au cours de votre carrière et à un moment ou un autre, l'anglais sera forcément un frein ou un atout. Donc là-dessus, c'est le moment ou jamais de bosser votre anglais. En tant qu'acheteur, est-ce qu'on doit être à l'aise avec les chiffres? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en suis convaincue. Tu en penses quoi, toi, Alizé? Moi aussi, puisque tu l'as dit aussi tout à l'heure dans les hard skills. Et oui, on est obligé d'être à l'aise avec les chiffres parce que c'est compliqué, sachant qu'on travaille sur un tableur toute la journée. Donc, c'est compliqué si on n'est pas du tout à l'aise avec les chiffres. Quel est le dernier fichier Excel, toi, sur lequel tu as bossé? Qu'est-ce que tu en as fait? Oula. Ce que j'en ai fait, c'était un appel d'offres en fait. Je l'ai rédigé en anglais et j'ai dû analyser les offres des fournisseurs pour des vêtements de travail. Donc, il fallait analyser pour chaque site. Donc, encore une fois, ce n'est pas les mêmes prix à chaque fois. Ce n'est pas le même nombre de personnes. Et puis voilà, c'était long. J'ai dû faire des graphiques. Beaucoup de formules. Et voilà. Et on a une question sur une journée type. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée type? Qu'est-ce que tu fais de beau? Alors,
Une journée type. Ou ta journée, une journée de la semaine dernière, par exemple. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, faut savoir qu'on a beaucoup de réunions en cabinet de consulting. Donc, j'ai eu beaucoup de réunions. Enfin, j'ai des réunions, des petits points, en fait. Ce n'est pas des réunions de 2 heures qui servent à rien. C'est vraiment des points importants. Et ça va être des points sur des dossiers sur lesquels je travaille. Parce qu'il faut savoir que, comme Anne-Laure l'a dit tout à l'heure, on peut travailler sur un client, mais travailler sur un autre client en même temps. Donc, ça va être des points sur ça. Je vais travailler sur mes fichiers Excel. Je vais avancer. Je vais refaire des points pour montrer mes avancées. Et puis voilà. Puis entre 2 réunions et voilà. Donc, des moments où tu rédiges des appels d'offres, ce que tu disais tout à l'heure, des moments où tu fais des points avec ton manager pour voir où tu en es sur l'avancement de la rédaction, des moments où tu reçois les analyses des fournisseurs, il faut tout consolider dans les fichiers Excel, travailler avec ton manager pour s'assurer qu'on est dans la bonne direction et puis ensuite cruncher, comme on dit dans le jargon, aller cruncher, c'est-à-dire analyser les données, en ressortir les différents graphes, de se dire bon finalement c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, j'ai 212 sites, 212 magasins, j'ai combien ça coûte au total avec le fournisseur A, le fournisseur B, le fournisseur C qui ont répondu à la consultation. C'est ça le boulot de l'acheteur. Voilà un peu le journée type. Après, c'est de faire aussi des PowerPoint pour synthétiser toutes les analyses, pour être capable, nous, on les présente en tant que consultant, on les présente à un client. Mais quand on est acheteur dans une entreprise, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de les présenter au client, on les présente à son directeur achat pour dire, bon voilà, ma reco, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, c'est de partir avec ce fournisseur-là parce que c'est le moins cher, ou c'est pas tout à fait le moins cher, mais juridiquement, on sécurise, on cadre beaucoup mieux le process, etc., etc. On a une question sur peut-on pratiquer ce métier et en parallèle un autre? J'ai envie de dire que c'est difficile d'être à la fois DRH et acheteur. Moi, je l'ai fait en quelques années, j'en garde pas que des bons souvenirs. Tout va dépendre de la charge de travail d'un côté comme de l'autre. Quand je suis en PME, forcément, c'est rare que je suis que acheteur. Je peux faire un autre métier en parallèle. Donc, ça dépend des contextes, ça dépend de tellement de choses, mais ça, c'est pas que vrai pour le métier d'acheteur. Mais souvent, ce sont des postes qui sont très souvent à temps plein, les métiers d'acheteur. Parce que, encore une fois, on travaille souvent sur plein de procédures à la fois. Voilà, je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Il va nous rester à vous dire un énorme merci à tous pour votre participation, pour votre écoute. J'espère que maintenant, vous connaissez un petit peu plus le métier d'acheteur évoqué, je reboucle sur mon introduction sur acheteur, c'est aussi un métier, disait Biswatou Charente. Et bien maintenant, vous savez ce que c'est que le métier d'acheteur et vous pourrez également en parler. J'espère que c'est un métier qui suscitera des vocations parce que je suis convaincue que c'est un métier passionnant qui offre plein de débouchés. Et là, c'est la DRH qui parle. À tous, une très très belle soirée et pourquoi pas au plaisir de vous recroiser l'année prochaine. Alors, j'ai une question là qui dit après un bac+5, est-ce qu'on est directement acheteur ou considéré comme assistant achat? L'idée du master, c'est vraiment de vous positionner en tant qu'acheteur et pas en tant qu'assistant achat. C'est vraiment un master acheteur, master achat et conseil. Et l'idée, c'est vous sortez du master, vous êtes capable d'être acheteur junior. Alors, acheteur junior, hein, bien entendu, mais pas assistant achat. Un vrai acheteur qui maîtrise le process, qui est capable de mener ses consultations avec un minimum d'autonomie. Bien entendu, ça n'empêche pas le contrôle hein, d'un plus senior, mais l'idée, c'est très clairement d'être capable, d'être en capacité d'être acheteur junior. C'est une formation qui est ouverte pour ce master-là à Sensi-IPSA en alternance. Et très clairement, le fait de faire une alternance, ça vous donne aussi encore plus de légitimité pour prétendre à un poste d'acheteur junior et non pas un poste d'assistant achat. Parce qu'au-delà des cours théoriques que vous aurez vus,
en formation, eh bien, vous aurez la mise en pratique à côté avec votre expérience en tant qu'alternant qui viendra valoriser votre parcours et qui viendra asseoir votre velléité à la sortie du master de dire oui, moi je suis acheteur junior, je ne suis pas assistant acheteur. Voilà pour cette dernière question. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Il reste quelques minutes avant que l'on coupe cette masterclass. J'espère que vous avez tous pris autant de plaisir que moi à partager avec vous. Je remercie bien entendu chaleureusement Alizée de s'être prêtée au jeu. Et je remercie le Collège de Paris d'avoir organisé cette masterclass. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne réflexion autour de ce métier. Et pourquoi pas, à bientôt peut-être.